Bonjour et bienvenue. La crise récente a provoqué un ralentissement économique sans précédent. Le soutien des banques centrales à l'économie a été très bien accueilli par les marchés, qui ont rebondi tout aussi vite qu'ils n'avaient sombré quelques semaines auparavant. Mais dans ce contexte, de grands bouleversements des modes de consommation et des façons de travailler se sont révélés. À chaque crise, ses opportunités, comme on aime le dire. Caroline Lamy, gérante du fonds CMCIC Europe Growth, va vous faire part de ses observations sur les valeurs de croissance dans ce contexte et des opportunités qu'elle a pu déceler. Pour rappel, le fonds CMCIC Europe Growth enregistre une performance de plus 150% sur 10 ans. Et les encours du fonds sont actuellement de 1,4 milliard d'euros. Nous répondrons à toutes vos questions à la fin de la présentation. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez pas, vous avez une zone de chat à côté sur votre écran. Et bonne présentation. Bonjour à tous. Peut-être avant de revenir sur le contexte actuel, je vais vous rappeler un petit peu quel est l'ADN du fonds et qui explique aussi cette historique de performance. Donc vous avez là le slide que un certain nombre d'entre vous connaissent assez bien. Je cherche des sociétés qui génèrent une croissance durablement supérieure à 5%. Dans le contexte de crise sanitaire et de confinement mondial, il est évident que 2020 ne sera pas une année de croissance pour une majorité de sociétés. D'ailleurs, la plupart des sociétés ont supprimé leurs objectifs sur l'ensemble de l'année. C'est pourquoi, comme nous l'avons toujours fait et comme nous l'avons fait au cours des crises précédentes, nous nous projetons sur à minima 3 ans pour s'inscrire dans la durée. Alors, une valorisation raisonnable de la croissance, ça fait plusieurs années que la cherté relative de la croissance est évoquée. Dans un environnement où on manque de visibilité sur la croissance, la solidité des modèles, les valeurs de qualité qui sortent du lot et qui peuvent faire apparaître temporairement une prime sur le marché, continuent de performer. Je ne pense pas qu'aujourd'hui elles soient plus chères. Vous verrez plus loin les ratios moyens du fonds qui ressortent. Et peut-être à titre d'illustration, j'ai regardé l'évolution du consensus sur l'indice Stocks Europe Growth. Donc les attentes du consensus pour 2020 en matière de bénéfices par action, c'est moins 19%. En revanche, on repasse à plus 27,7% sur l'exercice 2021. Donc c'est clairement un retour assez proche du niveau de 2019. En revanche, sur l'indice value, on est sur des anticipations de baisse des bénéfices par action de 42%. Pour un rebond certes de 40% en 2021, ce qui veut dire que le rattrapage ne se fait pas complètement pour un retour à 2019. De la même façon, si on regarde en termes de coût des investissements, puisque dans des phases de ralentissement, les sociétés sont prudentes et coupent leurs investissements, le capex des entreprises de croissance ont été coupés de 5%, alors qu'on est entre 10 et 11% en moyenne sur les valeurs dites plus value. Donc clairement, la cherté relative et à mettre en perspective des croissances de résultats qu'on peut attendre sur les valeurs de croissance. Les barrières à l'entrée, c'est également un sujet important en période de crise. Les leaders continuent de gagner des parts de marché, résistent mieux, conservent leur talent. Et un management de qualité est également un élément essentiel. Alors c'est de l'extra-financier, c'est le fait qu'on connaisse très bien les sociétés qui sont au portefeuille. Et c'est dans les crises qu'on mesure la qualité des managers, leur culture d'entreprise, et c'est essentiel aussi leur capacité à conserver les énergies et les talents. Enfin, face à ces critères qui ont fait leur preuve au travers de plusieurs crises, ce sont des critères qui ont été mis en place depuis 2005, les méga-tendances assurent aussi une certaine visibilité sur la croissance future. La crise sanitaire a renforcé certaines thématiques, comme le nouveau mode de consommation, l'optimisation des coûts et bien sûr l'innovation. Et c'est ça qui fait la clé et l'essence même de ce fonds-là.
Si je passe au slide suivant, vous avez l'équipe. Nous sommes aujourd'hui 5 personnes au sein de l'équipe Europe et qui contribuent à la génération d'idées sur CMCIC Europe Grosse. Donc derrière la gestion de ce fonds qui fait 1,6 milliard d'actifs sous gestion aujourd'hui, il y a certes un chef d'orchestre, donc moi, mais aussi toute une équipe. L'organisation par secteur permet aussi d'être réactif dans ces périodes-là. C'est ainsi qu'en février, j'ai renforcé le secteur santé, ce qui a été plutôt bénéfique à la performance du fonds. Ça nous permet aussi de rencontrer toutes les sociétés en portefeuille à minima une fois par an. C'est pas moi individuellement qui les rencontrer, mais c'est l'ensemble de l'équipe. Et enfin, l'arrivée de Mathis Sarrazin il y a désormais 2 ans comme assistant de gestion analyste nous permet aussi de faire des recherches un peu plus transverses, d'aller étudier les nouvelles tendances de consommation. Un millénial pour décortiquer les nouvelles habitudes de consommation, ça me semble relativement adapté. Alors, en sortie de crise, quels seront les grands gagnants de demain? Alors, depuis. Voilà. Donc, encore une fois, ce que je recherche dans le fond, c'est une croissance visible des sociétés qui gagnent une part de marché. Et donc, l'illustration de ces grands gagnants sont en premier lieu le secteur de la santé. Donc, ils ont redoré leur image dans la crise, ont démontré leur capacité à développer des solutions, des produits et des vaccins. Dans l'écosystème sélectionné, nous avons bénéficié de la performance de Pionnier notamment, que j'ai rencontré avec Marie Donesti en janvier, et qui ont particulièrement bien performé, à la fois grâce à la fourniture d'équipements et de solutions de test. Une autre très belle performance depuis le début de l'année, c'est Sartorius Stedim. C'est une des rares sociétés qui a non seulement maintenu mais révisé en hausse ses prévisions de croissance pour l'année 2020. Les poches à usage unique et les solutions pour fabriquer et concevoir des médicaments fiables et rapidement a été un atout dans cette phase cruciale. Je vous rappelle que ce sont des spécialistes de la culture cellulaire, de la fermentation, de la filtration. Donc c'était une des valeurs qui était dans le top 10 du portefeuille et qui a fortement contribué depuis le début de l'année. Dans les autres thématiques qui sont ressorties de la crise, le télétravail, on est tous passés en télétravail, ça a plutôt bien fonctionné. Aujourd'hui, on est en présentiel, mais à distance avec vous. Derrière, ça conduit à de nouvelles habitudes, donc les visioconférences, comme là. La décentralisation peut-être à moyen terme. En tout cas, plus de digital, ça veut dire aussi plus d'investissement informatique dans les réseaux et avoir des solutions efficaces. Le online, au sens peut-être plus commercial des choses, a été accéléré dans cette phase de confinement. Les commandes en ligne se sont démultipliées, à la fois dans les produits de première nécessité et l'agroalimentaire. Et puis, avec la phase de déconfinement, le e-commerce en est ressorti renforcé. On a eu l'exemple de L'Oréal qui, en Chine, a eu une accélération des ventes en ligne qui lui a permis de compenser l'arrêt complet des ventes en physique. Dans ce contexte-là, sur CMCIC Europe Grosse, je joue également des acteurs comme Deutsche Post, qui, avec DHL et livraison de colis en général, bénéficient de cette accélération de tendance. La crise sanitaire a également réveillé ou accéléré la conscience environnementale et la volonté de changer ses habitudes de consommation pour vivre mieux et plus sainement. Et donc, sur cette thématique-là, j'ai fait le choix depuis très longtemps des ingrédients alimentaires. Ils viennent rajouter une corde à leur arc avec l'approche sur des aliments d'origine végétale, par exemple. En février, j'ai rencontré Gilles Andrier, le dirigeant de Givaudan, qui illustrait ce nouveau potentiel de marché, en disant que certes, les aliments d'origine végétale allaient être un nouveau vecteur de croissance, mais pour cela, il faut améliorer la qualité gustative des produits, parce que souvent les produits d'origine végétale sont plutôt amers, ils manquent de texture, donc lui fournit des ingrédients qui permettent d'améliorer cette texture, de réduire l'acidité et aussi d'améliorer la proposition santé du produit, parce qu'aujourd'hui, rajouter beaucoup d'ingrédients dans un produit végétal, finalement,
est-ce que c'est réellement sain? Donc, c'est encore un micro-marché, mais c'est un des vecteurs d'accélération de croissance pour un acteur comme Givaudan. Une autre thématique qui ressort, c'est la relocalisation. Donc ça serait peut-être une tendance un peu plus long terme. Donc on va aller identifier les acteurs qui ont la capacité de relocaliser ou qui sont déjà en production locale. C'est le cas de Givaudan, hein, ils s'approvisionnent aussi localement. Enfin, dans les changements d'habitude de consommation, j'avais rentré en 2018 une société qui s'appelle SIG Combibloc, le numéro 2 des emballages aseptisés derrière Tetra Pak, le leader avec 65% des parts de marché. L'avantage de cette société-là, c'est vraiment qu'ils s'inscrivent dans la durée. Ils vendent des machines de remplissage et son système de packaging par feuillet. Donc les grands clients de l'agroalimentaire cherchent des alternatives à Tetra Pak. Et SIG propose des solutions pour des séries plus petites, plus flexibles, avec des formes différentes, beaucoup de packaging de petite taille pour la vente à emporter. Et enfin, ils sont aussi une alternative à tout ce qui est plastique et PET. Donc c'est aussi une alternative plus écologique pour les fabricants de boissons, entre autres. Enfin, la force de ce modèle-là, c'est la vente de l'équipement et du consommable. C'est des contrats de 5 à 10 ans à minima qui sont systématiquement renouvelés. Donc, ce qui leur permet de générer des marges de l'ordre de 27 à 28%. Et c'est une société qui génère une croissance entre 6 et 8%, et qui bénéficie de ce gain de part de marché qui lui permet d'atténuer le risque de ralentissement de consommation cette année encore. Enfin, l'innovation reste centrale. Clairement, je vous l'ai dit, je les répète, une société qui innove assure sa croissance future. Les valeurs de qualité conservent cette capacité à investir et à innover. Ça leur permet de garder une longueur d'avance, voire de creuser l'écart par rapport à leurs concurrents. Et donc, par exemple, la première position du portefeuille qui est SAP, au cours du Sapphire, le CEO Christian Klein plutôt que Christian Klein, a communiqué sur son offre Climat 2021 qui permettra à ses clients de mesurer et d'atteindre leurs objectifs en matière environnementale. Donc c'est aujourd'hui une toute petite partie de l'activité, c'est une offre additionnelle par rapport à notre élargie de logiciels de SAP. Et encore une fois, même en phase de crise, ce sont des sociétés qui permettent d'élargir leur offre, de conserver leurs clients et de répondre surtout aux nouvelles exigences de leurs clients. Enfin, dans un environnement où personne ne sait si on va avoir une reprise en V, en W, en racine carrée, je préfère me concentrer sur la qualité, la récurrence, la croissance régulière qui est confortée par des tendances séculaires. En slide numéro 5, je vous rappelle ici la répartition, les grands ratios du fonds. Donc encore une fois, sur la période 2020-2022, hein, ce qui permet de lisser la chute de 2020 et l'effet rattrapage de 2021. On est sur une croissance moyenne du chiffre d'affaires des sociétés en portefeuille de 8%, pour une croissance moyenne des bénéfices par action de 17,8%. Donc encore une fois, des sociétés à croissance régulière avec une amélioration des profits attendus. C'est un fonds qui est résolument grande capitalisation boursière, hein, puisque la capitalisation moyenne est de 49 milliards d'euros. Pour un PE ramené à la croissance, donc un PEG à 1,8. C'est également un fonds qui est constitué de sociétés qui s'écartent, qui ont un bêta par rapport à l'indice concentré stock 50 de 0,9. Et on le voit sur l'historique de volatilité du fonds ramené à la performance. C'est un fonds qui génère une volatilité moindre. Alors, et ce slide vous permet de voir la validation historique de ces données sur plus de 10 ans. Donc vous avez les données du fonds et d'un indice concentré qui montre bien que la croissance est supérieure à celle des valeurs d'un indice généraliste, pardon. Pour une croissance des bénéfices par action qui est quasi le double sur toutes les périodes, y compris les périodes de crise.
Alors, le top 10, il est à fin mai, mais a relativement peu changé à fin juin. La différence, ça sera peut-être Sartorius dont je vous ai parlé, qui avait à fin mai enregistré une performance depuis le début de l'année de 67%. Donc, pardon, de 68%. Donc j'ai réduit, qui est sorti du top 10 pour prendre une partie des profits. J'aime toujours la société, mais après il y a un niveau de valorisation qui reste à prendre en considération. Mais le reste est relativement homogène. Sur les contributeurs à la performance, donc là vous avez des contributeurs à fin mai. Encore une fois, Sartorius, qui était le premier contributeur à la performance, Lonza, qui est dans les top 5 du fonds également. Eurofins, on a participé à l'augmentation de capital, qui a rassuré le marché parce que le levier financier en période de crise économique pouvait faire craindre dans la structure financière de la société. Biomérieux, dont je vous ai parlé, qui malgré le faible poids moyen a fortement contribué à la performance. Aujourd'hui, on en a à peu près 1%. C'est le poids depuis le début de l'année. Il a fallu monter en puissance. Et dans les contributions négatives, il y a certaines sociétés qui ne sont plus en portefeuille. Donc, l'ISER a été sorti. Clairement, les sociétés exposées au tourisme ont particulièrement souffert. Donc l'ISER et Amadeus. Amadeus, je l'ai conservé en considérant que dans une phase de reprise des activités de tourisme et loisirs, ce serait le premier à en bénéficier. Je prends moins de risques que de jouer une compagnie aérienne. Alors, ce qui n'apparaît pas là, mais j'ai quand même évoqué, c'est la perte au mois de mai sur Wirecard. Clairement, il y en avait dans le fond, ça a contribué négativement à la performance. Néanmoins, sur la VL du fonds, ça n'a coûté que 0,3 points de performance négative. Donc, ça veut dire que la solidité du portefeuille a permis d'absorber et de compenser en partie l'effet Wirecard. Donc, on a perdu 0,3 par rapport à l'indice qu'on a aujourd'hui retrouvé, en fait. Donc, je me suis retrouvée au 18 à 0,6 au-dessus de l'indice de valeur de croissance. Et aujourd'hui, à fin juin, on est de nouveau à un point au-dessus de l'indice de croissance. Donc après, je peux revenir sur le cas Wirecard, du pourquoi il y en avait dans le fond. Je vous rappelle quand même que c'était une société qui était dans le DAX depuis 2018, qui a une licence bancaire, donc qui était validée par la BaFin, dont les comptes étaient audités par Ernst & Young jusqu'à 2019. Et donc, en tant qu'investisseur et même avec les analyses financières auxquelles on fait référence, il était difficile de voir l'ampleur de la fraude. Certes, il y avait des articles de presse, mais ce qui nous avait rassuré récemment, c'était l'arrivée la nomination d'un responsable de la compliance, de Deutsche Börse, le fait qu'il y ait une réorganisation au niveau management de la société. Et après, en termes de gestion du risque, j'avais diversifié la poche fintech en ayant à la fois du Worldline, du Nexi et du Wirecard. Donc l'effet bénéfique de la mort de Wirecard, c'est le rebond de Worldline et du Nexi aussi en parallèle. Donc la diversification du risque a joué en partie son rôle. Clairement, sur le 18 et 19 juin, l'intégralité de la position a été cédée. Et aujourd'hui, il n'y en a plus du tout, ni dans Vos, ni dans aucun fonds de la entre-temps, des titres ont plutôt bien performé, hein, et donc dans les plus fortes contributions positives, elles annulent les plus fortes contributions négatives, ce qui est plutôt une bonne chose sur des années comme 2020. Pardon. La performance est à fin juin, à 26 juin. Donc, sur un an, on est à plus 4% contre un indice top 50 net return à moins 3. Sur une longue période, le fonds est plus 23 contre un indice européen à plus 2, 3. Et ce que je préfère mettre en avant, c'est la matrice performance volatilité.
où sur longue période, donc là c'est sur 5 ans, mais sur 10 ans c'est aussi parlant, le fonds réalise une performance avec une volatilité moindre que les grands indices auxquels on peut se référer en règle générale. Si vous avez des questions, je vais m'arrêter là pour ma part. Alors, merci Caroline. Alors, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans la zone de chat. J'avais reçu quelques questions avant la présentation, donc je vais commencer par celle-là. Ça va peut-être vous inspirer, donc n'hésitez surtout pas à poser des questions pendant ce temps. La première question que j'ai reçue, alors c'est sur la valorisation. Donc, je crois qu'on a un petit peu parlé, Caroline, mais peut-être que tu peux approfondir, peut-être notamment mettre en perspective ces informations, ces données. Avec les révisions à la baisse de la croissance, les valeurs de croissance ne sont-elles pas surévaluées? Alors, à mon sens, je réponds très souvent sur ce sujet-là, elles peuvent paraître chères en instantané, mais comme je le disais tout à l'heure, elles ont des phases de correction, la révision à la baisse des prévisions de résultats est moindre, et ce qui leur permet aussi de récupérer plus rapidement les corrections. Donc, Givaudan, par exemple, citer l'exemple pendant la crise de 2008-2009, où ils ont fait un mois à moins 30, ils ont fini l'année à plus 4. Donc il y a un effet solidité, récurrence à la fois du marché final et de la société qui permet d'un point de vue de son activité de récupérer la perte marginale. Donc l'effet cherté, il est temporaire, et ce dont je suis assez convaincu, c'est que le marché valorise la croissance future des résultats. Dans un environnement où la croissance est plus compliquée à identifier, à trouver, les sociétés que nous sélectionnons sont des sociétés qu'on est prêt à payer un peu plus cher parce que mécaniquement, chaque année, elles vont générer de la croissance. Merci. Ensuite, on revient sur les tendances. As-tu vu, Caroline, des grandes tendances se dessiner durant la crise du Covid? Je pense qu'on a tous réfléchi au monde d'après. On a vu le résultat des élections municipales. Je pense que ce sont des choses qui existaient avant la crise du Covid et qui ont peut-être été accélérées. Donc en ça, je vous ai cité la société SIG Combi-Block sur la partie packaging, l'accélération du online. Je pense que dans le développement de tous les besoins en matière de réseau va générer encore des investissements de la part des sociétés en matière d'IT. C'est des patrons de sociétés américaines, je sais plus si c'est Microsoft ou IBM, qui disaient que ils avaient gagné 3 ans, ils avaient signé en 3 ans ce qu'ils auraient dû, ils ont signé en 3 mois, pardon, ce qu'ils auraient dû mettre 3 ans à matérialiser, compte tenu de l'urgence à la fois sur les écoles, sur les banques, les universités. Tout le monde veut aujourd'hui pouvoir faire des connexions à distance de qualité. Donc, ça a été plus un accélérateur de tendance, je crois, que de révélateur de nouvelles tendances. D'accord. Et justement, c'est la troisième question que nous avons reçue. Pour préciser, parce que là tu donnes l'exemple d'IBM, mais notamment toi dans ton périmètre, qui est plutôt un périmètre européen, as-tu un exemple d'entreprise qui a été mis en lumière pendant la récente crise? Quel fut en portefeuille ou pas avant la crise? C'est mis en lumière réellement, SAP, ça reste un vrai sujet. L'air liquide, j'ai l'impression de porte ouverte, mais clairement, ils ont bénéficié de la demande en oxygène d'un point de vue sanitaire, et c'est là, ils ont fourni, ils sont présents localement, donc c'est clairement des sociétés solides et fortement visibles. Et là, je vous montre le slide Combi-Block. Parce que c'est une société suisse de taille moyenne, mais qui a un modèle que j'aime bien, très récurrent, très générateur de cash.
Donc voilà, en fait, je réinvente rien dans le fond. C'est vraiment l'illustration, elle est dans le top 10. Hein. C'est pas des choses qui sont très novatrices au sens des sociétés que vous connaissez pas forcément, mais ce sont des sociétés solides qui investissent et qui répondent à la fois à la demande de leur marché final euh, en particulier dans les domaines de crise comme aujourd'hui. Philips, par exemple, a continué de se recentrer sur l'activité santé et aujourd'hui n'est pas excessivement cher dans une approche de valorisation, même absolue, puisqu'il y en a également il y a eu longtemps dans le fonds value, mais c'est aujourd'hui une vraie valeur de croissance à moyen terme. Voilà. Et donc sur la tech spécifiquement, il y a peut-être une petite valeur que j'ai rentrée en portefeuille, mais qui est à 0,5%, c'est TeamViewer, donc aussi une introduction en bourse relativement récente, et qui permet justement de se déployer en télétravail, de partager les documents, d'interagir à distance. Et ça a été une société qui a accéléré ses abonnements dans cette phase de confinement et qui n'est pas prêt de s'arrêter. C'est mieux que Zoom, cette fois. Mais Zoom, on n'a pas le droit d'utiliser non plus. Très bien, merci Caroline. Je regarde s'il y a des questions qui sont arrivées entre-temps. Pour l'instant, je ne vois rien. Donc, je suppose que la présentation a répondu à toutes vos attentes. Si ce n'est pas le cas, une question qui vient d'arriver. Merci. Je vais vous la lire. On va arriver à l'afficher en entier. Excusez-moi, la technique. Alors, une question. Caroline, envisages-tu un verdissement du portefeuille et l'entrée de valeurs ESG dans ce portefeuille, Danone par exemple? Alors Danone n'est pas tout à fait à 5% de croissance, ni historiquement, ni prochainement. Donc Danone, on aime beaucoup dans la gestion, mais il ne respecte pas mon premier critère qui est la croissance du chiffre d'affaires top line. Donc spécifiquement sur Danone, non. Sur l'aspect verdissement, on travaille main dans la main avec l'équipe ISR d'Isabelle Delattre, qui note toutes les sociétés en portefeuille. Je pense qu'Air Liquide fait partie des sociétés qui sont très bien notées d'un point de vue ESG. SAP n'est pas complètement mauvais non plus. Dans leur cluster, ils ont 5 clusters, c'est noté 4 sur 5. La société que je citais, SIG Combibloc, répond aux besoins de ses clients en matière de réduction des déchets et d'emballage recyclable. C'est substituable au plastique. Donc potentiellement, ça pourrait être un client de Danone. Givaudan a une approche très axée sur les produits naturels, sur l'environnement. Et globalement, sur ce fond et dans la gestion de longue date, on a toujours eu un souci de gouvernance importante. On vote de manière active depuis des années. Donc quelque part, les critères ESG sont intégrés dans notre façon d'appréhender les sociétés. C'est plus sur du qualitatif, sur la partie gouvernance, entre autres, et la connaissance des managements. Et aujourd'hui, c'est renforcé avec l'équipe ISR. Donc, je ne l'affiche pas aujourd'hui parce que c'est en train d'être formalisé au niveau de la société de gestion. Mais oui, l'intégration ESG fait partie de notre processus. Très bien. Je ne vois pas d'autres questions. On va entendre encore quelques petites secondes. N'hésitez pas, c'est le moment. Pas d'autres questions. Ok, parfait. Merci. Écoutez, nous vous remercions pour votre attention. Merci Caroline. Merci à tout le monde d'avoir écouté jusqu'à la fin. Surtout, n'hésitez pas, nous sommes là pour répondre aux questions qui vous viendraient par la suite.
N'hésitez pas, contacter le commercial qui est en relation avec vous et nous répondrons à l'ensemble de vos questions. Je vous souhaite une très bonne journée. Caroline également. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée, à bientôt, au revoir.